Vous croyez que la troisième guerre mondiale sera comme les précédentes, et que vous serez en sécurité ici. Oubliez les images de villes détruites et de civils affamés des guerres mondiales récentes. Cette fois, au nombre, la destruction sera plus rapide, plus globale et bien plus personnelle. Personne n'est hors de portée. Qu'est-ce qui constituerait réellement une troisième guerre mondiale? Les deux premières guerres mondiales étaient faciles à reconnaître, car des blocs de puissance s'affrontaient. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans les structures de pouvoir qui dominaient la politique depuis des siècles. Même si le monde est plus uni, il n'est pas forcément plus sûr. Les belligérants, capables de déclencher la troisième guerre mondiale, disposent d'armes et de capacités inimaginables pour les puissances des deux premières guerres mondiales. Avant de vous expliquer pourquoi tout ira mal après la troisième guerre mondiale, quel scénario réaliste envisager pour ce qui pourrait être le dernier grand conflit humain? L'autoritarisme est en hausse partout dans le monde, et ce n'est pas simplement parce que les gens se sont réveillés un matin en décidant qu'ils voulaient à nouveau des rois. Des pays comme la Chine, la Russie et l'Iran s'en prennent à l'ordre mondial libéral en utilisant les technologies de l'information pour le déstabiliser. De la propagande intelligence artificielle visant le chaos politique aux pays qui achètent des influenceurs, comme la Russie dans le scandale Tenet. Passer du temps en ligne, c'est déjà être en première ligne de la troisième guerre mondiale. Autrefois, les démocraties utilisaient les médias, ces outils de libération, pour briser l'emprise de l'Union soviétique sur le monde. Aujourd'hui, d'anciennes menaces ont appris à utiliser ces mêmes outils pour saper nos démocraties. Ce n'est pas une théorie du complot d'affirmer que Russie, Chine et Iran s'allient pour renverser l'ordre mondial à leur profit. En tant qu'États autoritaires, ils doivent changer le statu quo mondial pour assurer la survie de leur régime. La démocratie est la plus grande menace pour un dictateur. La Russie a mené propagande et sabotage contre les États-Unis et l'Europe, pendant que la Chine prépare la destruction de Taïwan, démocratie dynamique à 90 miles de ses côtes. L'Iran, quant à lui, a alimenté une propagande mondiale attaquant Israël, les États-Unis et l'Europe, afin de les délégitimer politiquement. On voit facilement que la troisième guerre mondiale opposerait ce bloc de puissance, uni par nécessité, à l'ordre mondial libéral. En Europe, le champ de bataille inclut la violence en Ukraine, s'étendant jusqu'en Pologne et dans les pays baltes. La Russie mobilise tous ses citoyens 6 mois avant la guerre, ajoutant 2 millions de recrues à son armée. La Chine, avec peu de risques de combats terrestres en Asie, envoie massivement équipements militaires et soldats de l'armée populaire de libération, surtout chars d'artillerie et infanterie, en Russie. En Biélorussie, une conscription débute pour égaler la Russie, et de nouveaux régiments sont créés avec de l'équipement chinois. L'Europe, qui n'arrive toujours pas à égaler la production de guerre russe malgré 3 ans et demi de conflit en Ukraine, est prise au dépourvu. L'économie russe, déjà mobilisée pour la guerre, bénéficie d'un avantage de production malgré sa taille inférieure à celle de l'Europe. Des militants d'extrême droite financés par la Russie sèment le chaos politique en Europe, paralysant la riposte à la menace. Certains pays, comme la Slovaquie et la Hongrie, refusent carrément de participer au réarmement européen, et ils utilisent leur position au sein de l'Union européenne pour provoquer autant de chaos législatif que possible. Sans mesures politiques fortes, leur présence dans les structures de l'Union européenne et de l'OTAN bloque la réponse à la menace russe. En Asie, les Chinois lancent une incursion sous prétexte de stabiliser le gouvernement, qui, en ce moment, est en pleine guerre civile. En quelques mois, des troupes, des navires et des avions chinois sont stationnés sur des bases rapidement construites à l'intérieur du pays. Cela donne à la Chine un accès à l'océan Indien et lui permet de briser, pour la première fois de l'histoire, le confinement de la première chaîne d'îles. Cela affaiblit fortement les efforts américains pour dissuader l'agression chinoise dans le Pacifique. Un coup d'État soutenu par la Chine au Vietnam échoue à faire du pays un État fantoche, mais rompt les relations récemment réchauffées entre le Vietnam et les États-Unis. Les fabricants chinois de drones et d'armes ouvrent de nouvelles usines en Mongolie, augmentant la production à des millions d'unités par an à très faible coût. Le Cambodge et l'Inde, déjà alliés de la Chine, recrutent pour combattre sous commandement chinois ou russe. La Thaïlande garde une politique étrangère équilibrée jusqu'à ce que des usurpateurs pro-Chine détournent l'allégeance du gouvernement américain vers la Chine. L'Inde et la Thaïlande apporteront toutes deux leur puissance industrielle à l'effort de guerre imminent. Mais plus important encore, elles fourniront quelque chose d'encore plus difficile à remplacer, des millions de nouvelles recrues. En Afrique, l'influence russe et chinoise a explosé en raison de 2 facteurs réels.
Le premier est une négligence historique de l'importance de l'Afrique en tant que puissance économique et politique montante de la part de l'ordre mondial occidental. Malgré la proximité, les Européens se sont peu intéressés à l'Afrique ces 20 dernières années, laissant ainsi une grande influence à la Russie et à la Chine. Deuxièmement, l'annulation des aides américaines a détruit le principal outil d'influence et de puissance douce des États-Unis sur le continent. Cette annulation soudaine a suscité beaucoup de ressentiment envers l'Amérique et permis à la Chine de renforcer son influence en Afrique grâce à son aide. C'est une catastrophe tactique. L'Afrique devient rapidement une puissance manufacturière et possède la population à la croissance la plus rapide du monde. Des dizaines de millions de recrues tombent sous l'influence de la Chine et de la Russie. Dans le monde réel, nous voyons déjà comment la Russie a recruté des milliers d'Africains pour combattre dans sa guerre en Ukraine. À l'approche de la Troisième Guerre mondiale, le recrutement s'accélère pour fournir chaque mois des milliers de nouveaux soldats, la plupart envoyés sur les champs de bataille meurtriers d'Europe. À la veille de la guerre, l'ordre libéral garde un avantage technologique, mais est dépassé numériquement. La violence commence par une attaque conjointe de la Russie et de la Biélorussie à travers le corridor de Sovolki, qui sépare la Biélorussie de l'enclave russe de Kaliningrad. Cela coupe les routes terrestres de l'OTAN vers les pays baltes, mais l'entrée de la Suède et de la Finlande rend les corridors maritimes et aériens viables. Cependant, les pays baltes sont tout de même rapidement submergés, avec la mort et la capture de milliers de soldats de l'OTAN en infériorité numérique déjà présents dans ces pays. Afin de gagner du temps, la Chine ne participe pas à l'attaque, mais envoie plutôt ses forces de l'armée populaire de libération pour remplacer les troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine. D'importants groupes de soldats chinois et nord-coréens envahissent l'Ukraine, submergeant la résistance. Cependant, ce n'est pas un acte de guerre contre l'Europe, laissant l'Union européenne divisée sur la réaction à adopter face à la Chine. La Corée du Nord attaque la Corée du Sud avec de l'artillerie et des escarmouches, impliquant infanterie et blindés, à travers la zone démilitarisée dans le Pacifique. Cela suffit à enliser les forces américaines et la République de Corée sur la péninsule. Mais la Corée du Nord ne cherche jamais à envahir réellement le Sud. À la place, elle utilise son immense arsenal d'artillerie à longue portée pour provoquer des dévastations à travers la zone démilitarisée, et même jusque dans Séoul. La capitale sud-coréenne brûle hors de tout contrôle, avec des dizaines de milliers de morts. Des sous-marins chinois attaquent et paralysent la marine indienne dans l'océan Indien. Parallèlement, une attaque de missiles préventifs sur les ports et bases aériennes américains, japonais et australiens perturbe toute riposte alliée. Des centaines d'avions et des dizaines de navires sont perdus lors de la première salve, des pertes que les alliés ne peuvent pas facilement remplacer. Les États-Unis à eux seuls ont déjà beaucoup de retard dans la construction navale en temps de paix. Ils n'espèrent pas remplacer assez vite les pertes pour remettre ces navires en service. L'arrivée massive de recrues sud-asiatiques et africaines et l'usage accru de drones bon marché forceront l'Occident à utiliser des armes nucléaires tactiques peu après le début du conflit. L'alliance sino-russe réagit pareillement. Aucun des deux camps n'utilise d'armes nucléaires stratégiques. Ils n'en ont pas besoin. Le monde se désagrège déjà. La guerre s'enlise, nourrie par des armes jetables et bon marché comme les drones. La violence épuise toutes les armées régulières impliquées. Dans le monde réel, après un an de combats intenses contre une force équivalente, le principal véhicule de combat terrestre aux États-Unis serait des camions blindés improvisés. Des hordes de chars de pointe ne sont plus que des carcasses rouillées, détruites par 10 000 drones pilotés par intelligence artificielle. La mer n'est pas différente. Les super porte-avions sont coulés par des attaques de missiles et de drones en essaim. Les bases aériennes sont envahies par des essaims de drones si denses qu'ils évoquent au moins de grands vols d'oiseaux migrateurs. Le déploiement massif de drones de combat dépasse vite les capacités de défense des armées. Même les armes laser à tir rapide ne sont pas adoptées assez vite, et ne détruisant pas assez de drones bon marché avant d'être submergés. Des systèmes de défense à plusieurs millions succombent à des essaims de milliers de drones. Les essaims de drones arrivent enfin dans les villes et zones industrielles. La tactique ukrainienne d'utiliser des drones longue portée contre l'industrie russe est désormais largement reproduite dans le monde. Un intercepteur de missiles coûte au moins 1 million de dollars, soit le prix de 3 ou 4 drones longue portée. Le combat dégénère en assaut d'infanterie à l'échelle de la Première Guerre mondiale, et ici, l'alliance sino-russe a l'avantage en raison du nombre pur. Leur influence sur les gouvernements africains réduit l'indignation publique. Pendant ce temps, les puissances démocratiques sont par nature extrêmement réticentes aux pertes humaines, ce qui affecte sérieusement le moral pendant la guerre.
Frôlant l'utilisation totale des armes nucléaires, l'Occident est le premier à recourir aux armes nucléaires tactiques, ainsi qu'à la guerre chimique et biologique. Les forces sino-russes répliquent, mais l'Occident garde l'avantage et stoppe l'avancée juste avant la frontière allemande. Dans le Pacifique, la Corée du Sud subit des nuages toxiques et biologiques, causant la mort de dizaines de millions de civils au nord et au sud. Dans de nombreuses régions, les combats sont physiquement impossibles en raison de la contamination. L'une des plus grandes économies du monde est mise à genoux. Les pertes navales et aériennes chinoises rendent la conquête de Taïwan impossible. La force des fusées de l'armée populaire de libération accroît la production de missiles depuis de nouvelles installations en Thaïlande, au Myanmar, au Cambodge et en Mongolie. Elle utilise des frappes à longue portée pour cibler sans relâche les forces américaines et frapper les villes et la base industrielle du Japon. Les États-Unis et leurs alliés ne peuvent suivre la cadence de production chinoise, et la guerre du Pacifique devient vite un conflit de missiles, sans autre but politique que la destruction des industries des deux camps. Lorsque la guerre prend finalement fin, c'est parce que les deux camps sont tout simplement trop épuisés pour continuer à se battre. Il n'y a pas de vainqueur clair, mais à la place, les industries les plus puissantes du monde sont en ruine. Les États-Unis pensent être à l'abri de la guerre grâce aux deux grands océans qui les bordent. Mais comme l'a récemment déclaré le commandement stratégique des États-Unis, le territoire national n'est plus un sanctuaire. De vastes cyberattaques séchandes ont paralysé la superpuissance américaine de l'information. L'industrie informatique américaine, mobilisée en première ligne de cette guerre, subit des conséquences catastrophiques des deux côtés. Un sabotage informatique massif a détruit les réseaux d'électricité et d'eau aux États-Unis, causant des millions de victimes par chaleur, froid ou pénurie d'eau potable. Les jeunes, les personnes âgées et les plus vulnérables ont été les plus durement touchés, et les dégâts économiques, causés par la cyberguerre à eux seuls, réduisaient l'économie américaine de 15%. Puis viennent les frappes cinétiques, menées par des missiles balistiques longue portée et des armes hypersoniques. La côte ouest est la plus touchée, avec centrales électriques, barrages, ponts d'autoroute et sièges de grandes entreprises américaines visées. L'initiative du Dôme d'or américain est loin de fournir une protection, et les systèmes de défense aérienne sont déjà dispersés dans l'armée américaine. Les opérateurs de batteries Patriot figurent parmi les postes les plus prisés par les recruteurs de l'armée américaine. Les États-Unis atteignent un point critique, la violence se propageant en raison des divisions politiques. Cela ne suffit pas à briser l'Union, mais les ressources américaines, déjà limitées, sont davantage sollicitées pour réprimer la violence croissante. Les États-Unis traversent une phase de violence politique intense, qui dans notre monde justifierait une intervention étrangère de maintien de la paix, paralysant le gouvernement. L'Union pourrait bientôt se diviser en deux nations indépendantes, l'une sur la côte Pacifique et l'autre sur la côte Est. La perte des deux régions les plus importantes économiquement du pays tout entier signifie que les États-Unis survivants seront classés légèrement au-dessus des puissances du second monde sur le plan économique. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance mondiale. L'effondrement des routes commerciales provoque violence et épidémies, l'accès aux médicaments étrangers, bon marché disparaissant. L'industrie américaine s'effondre après avoir longtemps compté sur la production étrangère pour l'électronique et les biens essentiels. Dans les années 1980-1990, les États-Unis se sont enrichis grâce à la délocalisation, mais dans les années 2030, cela est devenu leur talon d'Achille. La production nationale est quasi absente, et l'économie ne rivalise pas mondialement. Des milliers de présidents directeurs généraux fortunés partent vers de nouveaux horizons. En Asie, la Chine et ses alliés, longtemps centre industriel mondial, traversent un tumulte. Les bombardements américains et un blocus total ont non seulement ruiné l'économie chinoise, mais aussi fortement impacté l'économie mondiale. Les prix des biens courants ont explosé, causant une crise mondiale de pauvreté. Les prix des denrées alimentaires sont particulièrement touchés, entraînant une famine de masse dans les pays du second et du tiers monde, et une crise nutritionnelle dans les pays du premier monde. Le Parti communiste chinois s'effondre sous ces bouleversements sociaux. De nombreux mouvements politiques émergent. Certaines régions se déclarent autonomes pour mieux gérer leurs affaires internes. La violence politique ne tarde pas à suivre, et une guerre civile opposant de nombreux camps éclate dans l'est de la Chine. Les militants indépendantistes tibétains lancent une insurrection violente contre les forces chinoises d'occupation. Ils visent des positions militaires et lancent de violentes représailles contre les civils chinois relocalisés au Tibet lors de l'occupation, dans le cadre des efforts de Pékin pour renforcer son contrôle.
L'économie indienne est ruinée par la perturbation du commerce mondial et une cyberguerre mondiale. Épargnée par la destruction physique subie par la Chine, l'économie indienne s'effondre faute de partenaires d'exportation fiables. Des centaines de millions d'Indiens replongent dans la pauvreté dont ils étaient assortis il y a 2 générations, entraînant des bouleversements politiques dans le pays. Le gouvernement indien, de plus en plus autoritaire, réprime durement les minorités religieuses, vues comme fauteurs de troubles. On tente de créer un effet de ralliement autour du drapeau parmi les hindous indiens, en présentant toutes les minorités, des musulmans aux bouddhistes et même aux chrétiens, comme la cause des malheurs de la nation. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toutes deux ravagées par une campagne de frappe lointaine et de guerres chimiques ou biologiques. Le Nord est plus résilient grâce à son économie agricole et à l'habitude de sa population de vivre avec peu de commodités modernes. L'économie dynamique de la Corée du Sud dépend totalement d'une infrastructure technologique moderne, aujourd'hui largement détruite. Séoul devient une ville fantôme et une zone de danger biologique, avec des centaines de milliers de morts dans la ville. Le terrorisme biologique nord-coréen a touché la plupart des grandes villes du Sud, tuant des millions de personnes et désintégrant les gouvernements locaux. Un Nord paranoïaque menace d'utiliser des armes nucléaires si le Sud cherche à poursuivre la guerre par une invasion pour renverser le régime de Kim. Le Japon et l'Australie font mieux que la plupart. Des ports clés, des centrales et le réseau électrique ont été détruits dans les 2 pays par des attaques chinoises à longue portée ou des saboteurs. Les forces d'autodéfense japonaises ont perdu de nombreux membres dans l'armée de l'air et la marine, mais leurs troupes terrestres ont défendu et repris certaines îles japonaises disputées aux Chinois. Elles sont vite déployées pour imposer la loi martiale sur l'île et éviter l'instabilité politique qui a touché le reste du monde. La famine, cependant, devient rapidement une crise, le Japon dépendant de manière disproportionnée des importations alimentaires étrangères pour nourrir sa population. La crise politique aux États-Unis nuit gravement aux importations alimentaires japonaises. L'Australie, elle, affronte une autre crise. Des millions de réfugiés ont fui les combats, sautant d'île en île jusqu'à arriver sur les côtes australiennes. La nation ploie sous le poids de l'immigration, ce qui donne naissance à un extrémisme politique d'extrême droite et à la xénophobie, rapidement suivi par des actes de violence d'extrême droite contre les populations non blanches. L'armée australienne lutte contre la violence, mais constate que des sympathies similaires existent aussi dans ses rangs et sa hiérarchie. L'Australie doit prendre des mesures anti-immigration strictes pour éviter l'effondrement du gouvernement national. Le monde est choqué par des images montrant des réfugiés désespérés tentant de franchir les blocus navals australiens, puis pris pour cible et coulés par l'armée australienne. L'Afrique se retrouve en proie aux bouleversements politiques les plus violents que le continent ait jamais connus. Réprimée depuis longtemps, les populations locales sont stimulées par le retour de centaines de milliers d'anciens combattants d'Europe et d'Asie. Les vétérans aguerris sont le pilier de nombreux mouvements politiques qui virent vite à la violence. Le joug des régimes oppressifs desserrés, la colère éclate sur le continent. Beaucoup sombrent dans la violence, furieux d'avoir perdu des proches recrutés par la Chine et la Russie pour mourir dans une guerre étrangère. L'Union africaine peine à se maintenir alors que les gouvernements nationaux s'effondrent du jour au lendemain. Au milieu du chaos, les pays qui ont survécu ou qui ne se sont jamais complètement alignés sur la Chine et la Russie s'engagent dans des escarmouches sanglantes pour protéger leur territoire et empêcher la violence de franchir leurs frontières. Ces bouleversements facilitent le recrutement des groupes terroristes. Une vague de violences tribales et de terrorisme d'extrémistes religieux déferle sur le continent, débordant de l'Afrique vers le reste du monde. Avec des forces de police mondiales affaiblies ou absentes, le monde entre dans une ère de terrorisme marquée par des attaques réussies et médiatisées dans les capitales. L'Europe est en chaos. De la Pologne à la Bulgarie, des nations ont cessé d'exister comme entités indépendantes. La Russie a restauré une grande partie de son influence d'après-guerre froide, sans toutefois avoir la puissance militaire pour la gérer pleinement. Les nations d'Europe occidentale qui ont survécu sont tout simplement trop épuisées pour faire grand-chose face à une revendication russe sur l'Europe de l'Est, qui n'existe principalement que sur le papier. En réalité, en dehors de la frontière russe, ces anciens pays sont devenus presque totalement anarchiques, avec une multitude de factions qui se disputent le pouvoir. Les mouvements indépendantistes redéfinissent les frontières selon des critères ethniques et religieux, déclenchant des violences sectaires, pendant que Moscou, trop faible, observe sans agir. En apparence, les frontières de l'Union soviétique ont été en grande partie rétablies, mais Moscou n'a pas la capacité d'administrer quoi que ce soit en dehors de ses propres frontières. La Russie fait face à des mouvements indépendantistes dans plusieurs oblasts.
La Tchétchénie proclame encore son indépendance, mais sans troupes russes pour la contraindre. Le Kremlin estime que seules des mesures extrêmes préserveront l'intégrité de la Russie. Des bombardiers russes larguent des tonnes d'armes chimiques et biologiques sur la Tchétchénie, avertissant ceux voulant l'indépendance. Cette décision ne fait qu'attiser la colère des partisans de la séparation de la Fédération de Russie. Volgodonsk, au sud de Volgograd, disparaît sous un nuage en forme de champignon. Dernier avertissement du Kremlin aux partisans de l'indépendance. Cette décision provoque l'indignation au sein de l'armée, déclenchant une véritable guerre civile. L'Europe de l'Ouest est en ruine. Un brouillard toxique d'agents biologiques et chimiques recouvre l'Allemagne, causant des dizaines de millions de morts. Le centre industriel de l'Europe est déserté. Les Allemands rejoignent de grandes vagues migratoires vers l'Ouest. La France est vite submergée par les réfugiés, poussant l'Espagne à renforcer les routes terrestres, avec des mesures strictes et des fortifications militaires. Des réfugiés forment des flottilles pour chercher refuge en Espagne, au Royaume-Uni, au Portugal, dans les pays scandinaves et en Afrique du Nord. Les marines du Royaume-Uni, des pays scandinaves et de l'Espagne sont contraintes de tirer sur des navires civils tentant de franchir les blocus navals. Les Européens aisés fuient depuis longtemps en Afrique du Nord, utilisant argent, influence et sociétés militaires privées pour affaiblir les gouvernements locaux et créer des enclaves. Les gouvernements africains impuissants ne peuvent que stopper cette nouvelle colonisation, tandis que de vastes régions d'Afrique du Nord deviennent autonomes grâce à des armées privées. Partout, les prix de la nourriture et des produits de base augmentent chaque jour. Le monde entre dans une ère de famine, réduisant la population de 2 milliards dès la première année. Avec l'effondrement des gouvernements nationaux, on assiste à l'émergence d'États libertariens, corporatistes et oligarchiques. Les grandes entreprises utilisent leurs richesses pour prendre des territoires aux nations affaiblies et former des gouvernements souverains. L'OTAN s'est désintégrée et l'ordre mondial démocratique s'est effondré. La peur, la maladie et la famine favorisent la montée de l'autoritarisme mondialement. De grandes entreprises créent des technocraties, la technologie survivante valant plus que l'or. Elles atteignent rapidement la puissance des anciens États du Premier Monde et voient leur influence grandir chaque année, notamment en Afrique et en Asie. Les frontières se redessinent à l'ère de l'État-corporation, où d'immenses armées d'entreprises stabilisent la politique et étendent l'influence de leur gouvernement pour contrôler ressources naturelles et humaines. Maintenant que vous avez vu les conséquences, il est temps d'affronter les enjeux personnels. Est-ce que vous y survivriez ? Découvrez pourquoi vous ne survivriez pas à la Troisième Guerre mondiale ou cliquez sur cette vidéo.